comme un mauvais présage. Dans la dernière ligne droite des négociations, un incendie a interrompu plusieurs heures jeudi les travaux de la COP30 au Brésil. Le sommet sur le climat s'est déroulé ces 15 derniers jours dans une ambiance parfois chaotique, à l'image des heurts entre forces de l'ordre et représentants des peuples autochtones. Nous voulons que notre territoire soit libre, mais les exploitations pétrolières, minières et forestières se poursuivent. Avec une journée de retard, samedi, la COP30 a pris fin dans une atmosphère tout aussi électrique. Je déclare maintenant close la 30e session de la COP. Car à peine ce coup de marteau a-t-il résonné que des délégations ont dénoncé un coup de massue et un accord final sans ambition. Le texte validé ne prévoit pas de plan de sortie des énergies fossiles. Ignorer les meilleures données scientifiques disponibles nous oblige à mettre en péril non seulement le régime climatique, mais aussi notre propre existence. Quel message envoyons-nous au monde ? Une déclaration suivie d'une riposte russe. Je voudrais exhorter mes collègues d'Amérique latine à ne pas se comporter comme des enfants qui veulent tous les bonbons tout de suite. Ambiance donc à Belém, où des délégations ont tout de même reconnu quelques progrès, comme la hausse des financements pour s'adapter au changement climatique. C'est un accord sans ambition. Mais ce n'est pas un mauvais accord dans le sens où on accepte le volet financier, qui est un volet positif pour les pays les plus pauvres. Alors, quel bilan tirer de la COP30 ? Faut-il saluer une victoire du multilatéralisme comme l'a fait le président brésilien ? Ou faut-il s'inquiéter d'aboutir à un accord à minima sur le climat ? Nos trois invités, je précise que c'est le match retour puisque ce plateau était présent lors de notre débat pour la COP30. Revoici donc Marine Braud, bonsoir, experte des enjeux environnementaux. Vous avez été conseillère écologie auprès de la Première ministre Elisabeth Borne. Vous venez de publier Qui aurait pu prédire ? Leçon de 10 ans de politique écologique depuis l'accord de Paris. Et selon vous, le bilan de cette COP est décevant car il n'y a pas eu d'accord sur la sortie des énergies fossiles. Pour autant, ce n'est pas surprenant, ajoutez-vous, et ça ne veut pas dire que les COP ne fonctionnent pas. À côté de vous, Ferréol Delmas, bonsoir, directeur général du think tank Écologie Responsable. Vous défendez et revendiquez de défendre une écologie de droite. Selon vous, il y a eu un recul énorme sur les énergies fossiles. En revanche, il y a quand même des avancées, donc au cours et au terme de cette COP30, des avancées notamment sur la volonté de lutter contre la désinformation climatique. Et à côté de vous, Yamina Saeb, bonsoir, ingénieure et docteur en énergétique, experte du GIEC. Selon vous, les grands gagnants de cette COP sont le statu quo et l'inaction. C'est la COP de la trahison vis-à-vis des jeunes générations. Et vous ajoutez, cela confirme que ce processus, celui des COP donc, eh bien, n'est pas le bon. Et on démarre le débat, Benjamin, avec le bulletin scolaire du jour. Oui, il est décerné par le chercheur et expert du GIEC, le groupe international d'experts sur le climat, François Gemène. Le résultat de cette COP30, dit-il, est naze, archi nul, et d'ajouter, c'est l'un des plus mauvais textes de toutes les COP. 0 pointé donc. Et pour vous, alors brièvement pour commencer, quelle appréciation, quelle note vous mettriez sur un bulletin de notes pour cette COP ? On commence avec vous, Ferréol Delmas. Moi, je mettrais 5 sur 10. Alors, parce que c'est très décevant d'un point de vue de l'atténuation, c'est-à-dire de la décarbonation, donc de la sortie des énergies fossiles. En revanche, il y a quand même des avancées. Une avancée dont on parle très très peu quand on regarde les différents articles, c'est sur la désinformation climatique. Il y a un chiffre qui est très intéressant. Entre juillet et septembre, non, on y reviendra. Entre juillet et septembre, on a eu 170% de fake news en plus. Et donc de pouvoir combattre ces fake news tout de suite, c'est quand même important. Yamina Saeb, quelle note, quelle appréciation ? Moi, je les renvoie. Je ne mettrai même pas de note. Ah oui. Très bien. Au moins, c'est lapidaire, c'est clair. Marine Braud. Et vous ? Moi, je dirais un 3 ou 4 sur 10. C'est pas un bon résultat, mais c'est pas surprenant pour autant. Et comme vous le disiez, c'est pas pour ça que ça ne marche pas. 3, ça fait pas la moyenne, là. Ah ben non. Et alors justement, elle n'a pas la moyenne clair. parce que les grandes absentes, c'est les énergies fossiles. Yamina Saeb, c'est ça le principal reproche que vous adressez à la COP, parmi tous ceux que vous leur adressez, si j'ai bien compris ? Non, les énergies fossiles ne faisaient pas
à la base, à l'origine, partie de l'ordre du jour de la discussion. Après, Lula, le président brésilien les a mis là-dedans. Et donc, moi, je pense que c'était très erroné du côté européen, du côté de la société civile européenne, de penser qu'on allait arriver à quelque chose sur les énergies fossiles dans une COP. Enfin, il faut vraiment être naïf pour penser qu'on puisse arriver à un accord pour mettre fin aux énergies fossiles dans une COP. Un accord, c'est-à-dire quelque chose de contraignant. Ouais, pas seulement d'informatif, mais de contraignant. C'est impossible, ça. C'est impossible. Donc, il n'y a que les naïfs qui pensent que c'est possible. Alors, les énergies fossiles, pour 80% des émissions de gaz à effet de serre, 81% des émissions. Comment vous expliquez qu'on n'en ait pas parlé alors que c'était à Dubaï, dans la COP, il y a 2 ans à peine, et tout le monde disait que c'était un succès? Vous montriez François Gémen. François Gémen avait dit que la COP de Dubaï est très, très réussie parce qu'il y avait eu du vocabulaire sur les énergies fossiles. Mais là où je rejoins totalement ce qui a été dit, c'est qu'en fait, qu'est-ce que ça change? En fait, pour le coup, ça aurait été une déclaration symbolique forte, mais ça aurait été du symbole. C'est-à-dire que ça n'aurait pas changé la politique des pays producteurs de pétrole, la politique de ceux qui, aujourd'hui, consomment du pétrole. C'est, encore une fois, les symboles, c'est important et ça compte, mais ça n'aurait pas changé drastiquement la face du monde que ce soit inscrit dedans. Mais ça n'était pas non plus contraignant, ce qui a été dit en conclusion de la COP de Dubaï. Et quelqu'un qu'on a reçu la semaine dernière, un intellectuel qui s'appelle David Van Der Broek, faisait remarquer qu'il y avait 2500 lobbyistes des énergies fossiles à Dubaï. J'imagine que c'était la même chose. Mais les mots qui ont été choisis, c'est pas le fait que le mot énergie fossile apparaisse qui compte, mais c'est les mots qui accompagnent l'énergie fossile. Et en fait, c'était juste symboliquement, il y avait le mot énergie fossile, et donc les ONG occidentales, européennes principalement, ont applaudi. Elles ont gagné quelque chose, mais dans les faits, on n'avait strictement rien gagné, parce que la bataille contre les énergies fossiles, il faut arriver à sortir de l'économie du fossile. Mais la sortie de l'économie du fossile, elle ne pourra se faire que si nous, d'abord, on sort de l'économie du fossile. Nous, les pays de l'OCDE, les pays riches. Or, nous sommes enfermés dans l'économie du fossile. Oui, mais Ferrel Dama, qui a fait pression principalement pour que ce ne soit pas mentionné les énergies fossiles? Alors déjà, je pense que le fait que la dernière fois, on soit dans un pays l'Arabie pétrolier, Saoudite. je pense que déjà, il y a le fait qu'il y ait beaucoup de pays pétroliers qui, eux, soient allés participer. Je pense que ça a joué. Après, il faut souligner quand même une victoire. Alors, c'est une victoire sémantique de la part de la France, puisque, en fait, pour que les gens comprennent un petit peu, la France et l'Union européenne a dit qu'ils allaient quitter la COP la veille de l'accord s'il n'y avait pas une mention, une toute petite mention. Oui. Et donc, la mention finale, c'est on fait référence aux avancées de la COP de Dubaï. Donc, c'est quand même au crédit de la France, il faut quand même reconnaître ça, il faut un petit peu de chauvinisme. Il faut quand même reconnaître que la France, la seule petite référence auquel... qui est présente, c'est quand même la France qui l'a obtenue. Donc oui, je pense que c'est surtout... on parle beaucoup des lobbies, c'est certain, mais je pense que la présence de pays pétroliers qui, eux, ont un droit de vote dans quand même la COP, a massivement joué. Mais au-delà de ça, la présidente de la Commission européenne, au G20, ce qu'elle a dit, nous, notre bataille, elle n'est pas contre les énergies fossiles, notre bataille, c'est contre les émissions. Cette expression-là, elle est très connue dans la bulle climat, parce que c'est une expression que l'Arabie Saoudite utilise depuis au moins 20 ans. Donc quand vous avez la présidente de la Commission européenne qui reprend... d'Ursula von der Leyen. Oui, qui reprend une expression de l'Arabie Saoudite à qui on reproche... il y a un énorme problème, parce que sortir des fossiles, ça veut dire sortir de l'économie néolibérale. Alors, même les grands pétroliers, ça ne va pas aller dans votre sens, Yamina Saeb, se défendent de ne pas participer à la lutte contre le réchauffement climatique. Écoutez cet échange entre une militante de Greenpeace et Patrick Pouyanné, le PDG de Total Energy. L'engagement dans le dialogue. Moi, je ne suis pas un lobbyiste. Vous savez, je ne suis pas un lobbyiste du tout. Vous vous trompez lourdement. Je n'ai rien à lobby. J'ai une tête de lobbyiste. Non, je viens simplement expliquer ce que nous faisons en ce moment. 25% de nos investissements sont dans des technologies bas carbone, dans des énergies renouvelables. 25%. Donc on met 4 milliards par an. Donc j'ai aucune honte à venir à la COP et venir dire ce que nous faisons. Marine Brouwer, en même temps, c'est vrai qu'il y a une diversification de ces entreprises, non? Des sommes importantes d'investir 4 milliards? Pour le coup, Total est vraiment la major pétrolière qui fait le plus pour la transition écologique. Ça, c'est vrai, par rapport à toutes les autres, et notamment les américaines qui reculent aujourd'hui, c'est celle qui fait le plus, qui investit le plus. Après, Total continue quand même à investir dans de l'exploration, continue à... Donc 75%. Ils ne sont pas encore au bon niveau. Total n'est clairement pas encore au bon niveau. Après, je voudrais quand même qu'on fasse attention. Aujourd'hui, Total, il y a beaucoup de pression sur Total, sur ses actionnaires, pour faire en sorte qu'ils sortent totalement du fossile et à un moment, il va bien falloir qu'ils le fassent, puisqu'on va normalement vers une économie décarbonée, donc il faut qu'ils se posent la question de l'après. Mais ces mouvements-là, pour le moment, ça fait rentrer beaucoup d'actionnariats américains au capital de Total, et ça fait que, progressivement, on risque de voir basculer les politiques de Total vers des choses encore moins environnementales qu'elles ne sont aujourd'hui. Donc ils ne sont pas au bon niveau,
mais il faut qu'on fasse toujours un peu attention de où est-ce qu'on place l'exigence, parce que parfois, ça peut être contre-productif. Ça peut être contre-productif, d'autant que les États-Unis n'étaient pas à la COP et qu'on se souvient du slogan utilisé par Donald Trump ad lib pendant sa campagne, « Drill, baby, drill ». Il faut forer, il faut aller toujours plus loin dans les énergies fossiles. Alors, sur les deux sujets, d'abord le premier sujet sur celui de Donald Trump, on en parlait la dernière fois, mais ce que je disais, c'est que la COP, c'est quand même un moment où tous les pays se rassemblent, donc 200 États, et on peut avoir un impact au moins à minima de discussion et de diplomatie environnementale entre les différents pays. Et pour Donald Trump, qui est un président américain... Il n'y avait pas les États-Unis, il faut rappeler. Justement, notamment les États-Unis qui auraient pu y participer et qui auraient pu justement avoir une parole importante. Quand on est dans un schéma où 1,2 milliard sont les pires scénarios, 1,2 milliard de migrants climatiques supplémentaires peuvent arriver en 2050 si on a un schéma à 4 degrés, quand on a un président américain avec des positionnements sur les migrations tels, ne pas participer à une COP où justement l'un des enjeux fondamentaux, c'est quand même la question des gens qui vont devoir bouger, parce que en fait, ils n'ont pas le choix, quand vous êtes dans un endroit complètement désertifié, dans un endroit qui est complètement inadapté, de ne pas être autour de la table sur des sujets comme ça, quand on veut défendre une politique migratoire, c'est irresponsable. Alors l'Union européenne estime que l'accord de Belém est insuffisant, mais elle n'a pas voulu pour autant le boycotter. Écoutez le commissaire des 27 pour le climat. We should support it because it is at least going in the right direction. Because it is very clear that we should stand shoulder to shoulder with our friends from the poorest nations. And what we are doing is making a very significant step forward in terms of helping them out, in terms of finance adaptation. Yamina Saeb, quand même le triplement des aides pour les pays du Sud, c'est positif ou pas? Ah non, ça c'est. Il faut bien lire entre les lignes en fait. Aidez-nous alors à lire entre les lignes. Alors, en fait, la version finale du texte, elle dit triplement de l'aide pour l'adaptation. D'abord, c'est pour 2035. Dans le texte original. Pour ou d'ici 2035? D'ici 2035. D'accord. Et en fait, au départ, il y avait 2 dates dans le texte du 18 novembre. Il y avait 2030 et 2035. Mais le pire, c'est que dans le texte original, c'était marqué par rapport à 2025, parce qu'il y avait déjà un objectif de 40 milliards. Dans le texte final, on n'a pas de référence. Donc, vous triplez par rapport à quoi? Je vous dis, je vais vous tripler la quantité d'eau dans ce verre, sans vous dire par rapport à quoi. Vous ne savez pas ce que ça donne. Par rapport aux objectifs actuels. En fait, je vais pas tranquille. Vous êtes pour ou contre l'adaptation? Parce que vous travaillez au GIEC, le GIEC, un tiers de la politique du GIEC, c'est quand même l'adaptation. C'est une mauvaise question. Lorsqu'on pose une mauvaise question, il ne faut pas s'attendre à avoir une bonne réponse. Non, mais il faut avoir de l'atténuation. Pardon, mais il faut expliquer qu'il y a différence entre adaptation et atténuation. Il faut avoir les deux, en fait. Il faut faire la réduction des émissions et en même temps... Des émissions de gaz à effet de serre. Ça, c'est l'atténuation. Et en même temps, préparer les territoires, donc c'est l'adaptation à une planète en surchauffe. Sauf qu'il y a un point très important qu'il faut souligner, c'est qu'à partir d'un certain niveau d'émissions, on ne pourra pas s'adapter. Donc l'adaptation, elle ne pourra se faire que si on réduit les émissions, en fait. Alors, Ferrand, vous, sur les 300 milliards. En fait, le sujet, c'est pour ça que... alors vous êtes d'accord maintenant. Je suis d'accord sur le fait que c'est évident qu'il faut une politique d'atténuation et d'adaptation. Donc les deux conjugués. Il faut les deux conjuguer. Et le souci de cette COP, c'est que il y a eu des grosses avancées sur l'adaptation et des reculs sur l'atténuation. Mais il n'y a rien sur l'atténuation. Il n'y a rien sur l'atténuation, on est d'accord. Parce que l'atténuation, c'est genre sortir des énergies fossiles pour la décarbonation. Et l'atténuation, c'est mettre de l'argent pour permettre aux gens de s'adapter au réchauffement climatique. Je ne suis pas d'accord sur le fait qu'il n'y ait rien sur l'atténuation. En fait, il faut voir aussi ce qu'il y avait autour de la COP. C'est-à-dire que la COP, c'était le moment où les États devaient arriver avec leur contribution nationale rehaussée. Donc, devaient dire, je vais faire encore un peu plus et voilà ce que je vais faire. Avant la COP, au moment où les Nations Unies font un bilan de ces contributions rehaussées, il y en avait 64. Aujourd'hui, à la fin de la COP, il y en a 118. Il y a 118 contributions rehaussées qui couvrent 70% des émissions de gaz à effet de serre de la planète. L'Union européenne, la Chine ont Chine, annoncé c'est le premier émetteur. Le premier émetteur, l'Union européenne le troisième. Ils ont annoncé leur contribution. Donc en fait, cette COP, elle a quand même permis de rehausser de l'ambition en parallèle de ces négociations-là. On prend la contribution européenne, justement, dont tout le monde parle. La contribution européenne, ce n'était pas du tout ambitieux, parce que dans notre texte original, en fait, notre objectif de 2050, on ne prévoyait pas des crédits carbone, on prévoyait de la décarbonation chez nous, la réduction des émissions chez nous. Et là, ce qu'ils ont adopté, nos ministres, ils ont adopté que 5%, je crois, va être fait grâce au crédit carbone. Ça veut dire que ça va être fait ailleurs. Mais ça, c'est un mensonge. Ça, c'est une trahison des enfants.
Pourquoi? Du futur, vous voulez Mais bien dire. sûr. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, les émissions, peu importe où elles se produisent, leur impact va être partout. Donc, quand on va dire je vais acheter le droit de polluer, ça veut dire que je suis en train d'acheter le droit de tuer mes enfants. C'est ça ce que ça veut dire. Marine Braud, mais pour revenir quand même sur les 300, le triplement des aides, pour vous, c'est une avancée ou pas, ou c'est une fiction? Alors, je suis assez d'accord sur le fait que là, on a eu une petite subtilité dans la petit tour de négociation. passe-passe sémantique. Et qu'en fait, quand on ne dit pas d'où on part, c'est forcément beaucoup plus facile de savoir où on arrive. Après, c'est aussi pour ça qu'on a des COP en ce moment tous les ans, parce qu'en fait, on revient sur ce sujet-là. Donc, à la prochaine COP, on va très probablement discuter de, OK, on a dit triplement, mais c'est à partir de quelle base? Et puis ça va permettre de faire des choses. Entre-temps, il y aura eu combien de morts, madame? Le sujet surtout, c'est que combien jusqu'à de morts il y présent... aura eu dans tous ces pays-là? C'est pour ça qu'on essaie d'adapter le plus possible. On ne peut pas arriver comme c'est ça. que jusqu'à présent, quand on s'est engagé à augmenter les financements, on a rarement tenu nos promesses, en tout cas pas dans les temps. Donc on s'était engagé à augmenter nos financements de 100 milliards d'ici 2020. Bon, ça a été atteint en 2022. On s'était engagé à doubler les financements pour l'adaptation d'ici 2025 et on ne l'a pas encore tout à fait fait. Non, on avait promis 40 milliards, on a donné 28 milliards. Là, on promet 100 milliards. Là, on promet 100 milliards. Arrêtons de parler de milliards, on va parler d'arbres, si vous voulez bien. On va parler d'autre chose parce que c'était un des grands enjeux de la COP, la lutte contre la déforestation. On va faire un bilan avec vous et avec Anna. Oui, d'autant plus que cette COP, elle se tenait à Belém, aux portes de l'Amazonie, qui en 40 ans a perdu près de 50 millions d'hectares de forêt. C'est l'équivalent de la superficie de l'Espagne. Et donc le Brésil était très attendu pour pouvoir peser dans les négociations et arriver à un accord sur la fin de la déforestation d'ici 2030. Résultat des courses, aucune mention dans l'accord final. Et pour les associations, c'est donc la douche froide. D'autant plus qu'on sait que chaque heure, 12 km² de forêt disparaissent dans le monde. Mais le Brésil a réussi à faire adopter son fonds pour la protection des forêts, Anna. Oui, et ça, c'était son ambition dès le début de la COP. Et c'est chose faite. Le Tropical Forest Forever Facility, le TFFF, doit permettre de récompenser les pays qui luttent contre la déforestation. L'objectif, c'est de lever 125 milliards de dollars avec 100 milliards en fonds privés. C'est l'originalité de ce mécanisme et 25 milliards de la part des États. Plusieurs pays ont déjà annoncé leur participation. 3 milliards pour la Norvège, 1 milliard pour le Brésil, 1 milliard pour l'Indonésie et 500 millions pour la France. Ces montants doivent être placés sur des marchés financiers pour pouvoir fructifier. Et chaque pays bon élève recevra ensuite 4 $ par hectare de forêt préservée. Alors sur le papier, ça semble vertueux, mais pourtant 160 associations et collectifs du Brésil, de l'Afrique et de l'Asie ont déjà annoncé qu'ils rejetaient cette initiative. Ils considèrent que le mécanisme est capitaliste, au même titre que la destruction des écosystèmes, et que financiariser la nature ne créera que davantage de capitalisme. Ferréol Delmas, pour vous, c'est une bonne chose? Ce fonds, c'est une vraie avancée pour la lutte contre la déforestation, ou alors vous pensez que c'est juste un coup de com'? Non, moi je pense que c'est une bonne chose. En fait, il y a de l'argent de l'État qu'il faut bien sûr investir, mais les États ne peuvent pas tout. Et donc il faut trouver des fonds ailleurs, et ces fonds, c'est des fonds qui viennent du privé. Donc là, c'est un mécanisme qui est intéressant, puisque ça permet d'injecter de l'argent pour préserver de la nature. Alors bien sûr, c'est pas parfait. De toute façon, je vais voir le verre à moitié plein, vous allez voir le verre à moitié vide. Mais non, là en ce moment, je le vois complètement vide. Hein. Ah bah oui, mais ça, il faut aller travailler chez LFI, pas au GIEC pour ça. Mais là, le but, c'est d'arriver à avancer. Je ne travaille pas pour le GIEC. J'ai été autrice. Vous étiez autrice du GIEC. Mais voilà, l'objectif, c'est d'arriver à trouver des fonds un peu partout pour avancer. Lors des COP, les chefs d'État se disent, on a la situation actuelle et où est-ce qu'on arrive à tirer pour avancer. Et c'est quand même la première fois que la COP climat parle aussi de déforestation. Yamina Saeb. Mais c'est quand même incroyable d'essayer de résoudre le problème avec ce qui crée le problème. Ce qui a créé le problème, c'est la financiarisation de tout, des communs. La nature ne doit pas être mise sur le marché. La nature, on ne doit pas aller chercher l'argent, ce n'est pas possible. Le privé, il n'est pas là pour protéger les communs. Il est là. Non, c'est pas Rousseau, monsieur. C'est pas Rousseau. C'était comme ça avant. Ça ne fait que 70 ans depuis. C'est que depuis la crise de 29 que tout a été financiarisé. C'est nouveau. C'est nouveau. Ça a toujours été comme ça, la déforestation, la reforestation. Et donc, allez penser une seule seconde que le privé va venir protéger la forêt. C'est juste débile, quoi. Marine Braud, en arbitre autour de ce débat. En fait, là, le débat est un peu pour ou contre le capitalisme. Et moi, c'est un débat où, en général, je n'aime pas trop m'aventurer parce que, dans tous les cas, je pense qu'on n'a pas le
temps de changer de modèle. Vous voulez dire qu'il est trop tard? Mais non, non, c'est pas ça. Je pense qu'on n'a pas le temps de réinventer aujourd'hui un autre modèle. Aujourd'hui, il se trouve qu'on vit dans un monde plutôt capitaliste. Ça ne sert à rien de Donc, créer un autre faisons fonds. corrigeons les faiblesses de ce système capitaliste et utilisons ses forces. En l'occurrence, des fonds d'investissement comme ça, qui permettent de faire fructifier de l'argent, de dégager des revenus à partir de ces investissements-là, et que ces revenus puissent, plutôt que d'aller enrichir encore des gens qui n'en ont pas forcément besoin, puissent aller récompenser la protection des forêts, c'est l'utilisation d'un mécanisme. C'est rusé avec le capitalisme, en quelque sorte. Alors, je suis tout à fait d'accord que c'est un modèle capitalistique, c'est clairement et il faut ruser avec. Mais qui est au service de la transition, pour le coup. La nature perd toujours avec le capitalisme. Mais le multilatéralisme a perdu aussi ou pas? Il y avait quand même des pays qui se sont mis d'accord, là, Yamina Saeb. Et notamment, par exemple, il y a des programmes de réduction des émissions de méthane qui ont été adoptés dans cette COP, non? Donc, plusieurs pays ont réussi à trouver un consensus sur certains points. Quel point? Par exemple, la réduction des émissions de méthane. Il y a un objectif de réduction des émissions de méthane? Oui. Oui. Qui a été adopté? Des programmes. Non, qui n'est pas dans le texte final. Donc, encore une fois... C'est-à-dire que c'est sur un bout de papier, ça n'a pas été mis dans le consensus... Non, c'est pourtant ce qui est dit par la présidence de la COP. Hein. Non, ce qui compte, c'est le texte final. Le texte n'est pas plus contraignant dans tous les cas que les initiatives qui sont faites autour. Donc à partir du moment où il y a une initiative et qui montre que le multilatéralisme climatique continue à fonctionner, moi je pense que ça reste un signal positif. À chaque COP, on a plusieurs initiatives. Il y a à peu près au moins une cinquantaine d'initiatives dont on entend parler en fonction de ce qui convient à la société civile du pays. Parce qu'il y a des initiatives dont on n'entend pas parler ici parce qu'elles concernent les populations autochtones en Amazonie, etc. Et ce qui compte, ce n'est pas le nombre d'initiatives pendant la COP. Ce qui compte, c'est de voir après les initiatives qui vont survivre et celles qui vont avoir un effet. Et donc le reste, c'est que du blabla, c'est du talk. Que du blabla. Il y a deux choses. Il y a le fait qu'on met le braquet sur des sujets importants, on en parle ce soir, et dans tous les pays on en parle, donc ça a quand même une importance. Et après il y a des sujets, il y a des micro-sujets, par exemple les populations autochtones d'Amazonie qui ont obtenu des droits fonciers, ça c'est quand même important. Le fait que sur la désinformation climatique on va avoir une législation renforcée, c'est quand même hyper important. À l'échelle mondiale? Alors non, en fait il y a 12 pays qui ont signé, oui mais par exemple en France ça va être le cas. 12 c'est pas grand chose. 12 pays, les États-Unis n'étaient pas... Non, mais il y a la France, l'Espagne, peut-être bravo, mais il y a c'est mieux que rien, peut-être. Il y a quand même des pays qui ont pris, nous les Français on vit en France, il y a quand même des pays qui en France on va à la fois éduquer et avoir un travail de pédagogie. Attendez, laissez-vous parler. Il y a 12 pays, donc notamment la France, donc nous on est français, on s'en réjouit, qui aujourd'hui ont acté le fait qu'il y ait de la pédagogie et de l'éducation sur les questions d'écologie, c'est quand même, on va renforcer ça. Et de l'autre côté, c'est hyper important, on va permettre, avec un cadre légal et législatif plus important, que les contenus climato-sceptiques soient restreints ou empêchés, notamment sur les réseaux sociaux. C'est quand même hyper important. Marine Braud, vous dites que malgré les défauts, les faillites, ça ne remet pas en cause les COP. Non, manque de concrétisation. Non, ça ne remet pas en cause les COP parce que c'est ce que je dis, le multilatéralisme climatique tient. Pour le moment, il tient. On continue. Malgré l'absence des États-Unis. En fait, on continue à avoir des contributions nationales qui se rehaussent progressivement. On continue à avoir quand même des dizaines de ministres, voire de chefs d'État qui se déplacent pour parler de ce sujet-là. Alors, peut-être qu'une fois par an, c'est trop et qu'on peut réduire un peu. Il n'empêche que pour le moment, le système tient et il faut surtout le faire tenir. Je voudrais juste rappeler quand même que ce discours très fataliste qu'on peut entendre de temps en temps, que ça ne sert à rien, que c'est nul, qu'il ne s'est rien passé, ça fait partie de ce qu'on appelle des discours de l'inaction. Ça fait partie des postures qui amènent les gens à se dire foutu pour foutu, on laisse tout tomber. Et donc c'est vrai que tout n'est pas parfait, bien loin de là, mais je pense qu'il faut faire attention à ne pas non plus jeter bébé avec l'eau du bain. Bon, vous revenez l'année prochaine. Elle aura lieu où? En Turquie. Voilà, Turquie, Australie. Rendez-vous l'année prochaine. Et puis il y en aura d'ailleurs aussi la COP biodiversité à Erevan. On en reparlera. Merci d'être venu débattre ce soir.